Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue donc sur ce webinaire fait par la Chambre des métiers et de l'artisanat Auvergne-Rhône-Alpes donc concernant l'augmentation du prix de l'électricité. Quelles sont les aides pour 2024 donc dans le secteur alimentaire? Donc ce webinaire est financé donc par la région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que l'ADEME. Et donc il va durer à peu près donc 1 heure. Il va s'organiser en 2 parties. Donc une première partie de présentation sur laquelle donc Virginie et moi-même nous allons vous présenter donc les évolutions des aides, comment comparer les contrats et optimiser donc vos contrats d'énergie, et également donc sur les éco-gestes à mettre en place dans le secteur alimentaire. Et enfin, il y aura une deuxième partie donc dédiée aux questions. Donc avant de commencer le webinaire, je vous partage rapidement une feuille de présence. Je vais vous inviter à la signer. Voilà, donc c'est dans le chat. Je vous laisse un petit instant donc pour vous connecter et signer votre présence. Et donc voilà, pour information, donc vous pouvez donc parler dans le chat, dans l'onglet chat en bas à droite, et il y a également donc un onglet questions. Donc vous pouvez donc poser vos questions dans l'onglet questions, et donc on prendra un temps en fin de présentation pour y répondre. Voilà, donc vous pouvez pas agir directement avec le micro malheureusement, mais ce sera via le chat. Donc je vous laisse un petit temps, un petit instant. Et donc rapidement pour les présentations, donc moi je suis Rémi Gervais, conseiller environnement à la Chambre des métiers et de l'artisanat du Rhône, et je suis avec ma collègue donc Virginie Riandet qui elle donc travaille pour la Chambre des métiers et de l'artisanat de Dromardèche. Bonjour à tous. Voilà, donc je vous laisse un petit temps encore pour signer votre présence via le lien, et donc je vous propose de peut-être commencer donc par la première partie. Donc la première partie qui va concerner donc l'évolution des dispositifs d'aide énergie donc pour 2024. Donc un rappel de l'évolution des dispositifs. Donc avec la crise de l'énergie qu'il y a eu en 2022, il y a eu pas mal donc de dispositifs d'aide énergie qui ont été mis en place. Donc notamment, vous connaissez probablement le bouclier tarifaire et l'amortisseur électricité. Donc ça a un petit peu évolué. Donc en 2024, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a toujours le bouclier tarifaire qui est même prolongé donc jusqu'en 2025. Pour rappel, le bouclier tarifaire, donc il fixe donc le prix du kilowattheure à un certain montant, et ce prix-là donc est fixe, ne bouge pas pour l'année en cours. Actuellement, il est autour de 19 centimes d'euros hors taxe le kilowattheure. Le bouclier tarifaire va concerner donc seulement les petites puissances d'électricité, donc les puissances qui sont inférieures ou égales à 36 kVA. Les entreprises qui ont moins de 10 salariés équivalents temps plein et moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, donc pour bénéficier du bouclier tarifaire, il faut avoir une offre en tarif bleu réglementé chez EDF, ou alors, si vous êtes auprès d'un autre fournisseur, avoir une offre indexée sur les tarifs réglementés. À noter qu'on a parlé cette année d'une augmentation donc de 10% du prix tarifaire, mais en fait, il est surtout lié à l'évolution de la TICFE. Donc la TICFE, c'est une taxe qui a augmenté cette année, et elle concerne vraiment tous les contrats. Donc ça, on en parlera par la suite de cette TICFE-là. Mais il y a une possibilité de l'avoir à taux réduit, cette taxe-là. Une autre aide donc également pour cette année, donc c'est le plafond à 280 euros hors taxe le mégawattheure pour les petites puissances, encore une fois. Donc celles qui sont inférieures ou égales à 36 kVA, moins de 10 ETP et moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une garantie que voilà, le prix moyen du mégawattheure ne dépassera pas 280 euros pour l'année si le contrat a été signé avant le 30 juin 2023. Donc ça, c'est notamment les dispositifs d'aide qui concernent donc les petites puissances. Pour les grosses puissances, donc celles qui dépassent les 36 kVA, il y a l'amortisseur. Donc l'amortisseur, vous en avez probablement entendu parler donc l'année dernière. C'est une aide donc qui couvre un certain prix du kilowattheure si ce dernier donc dépasse un certain montant. Voilà, il y a eu quelques évolutions quand même pour 2024 sur cet amortisseur-là. À noter déjà, c'est le taux de couverture, c'est-à-dire qu'il passe de 50% à 75% pour cette année. Donc l'amortisseur est plus élevé. Cependant, le seuil de déclenchement a été également relevé, c'est-à-dire qu'avant, c'était à partir de 180 euros le mégawattheure que vous étiez éligible à l'amortisseur. Maintenant, c'est 250 euros. Il y a également plus de prix plafond, c'est-à-dire que plus votre prix du mégawattheure est cher, plus l'amortisseur prendra en compte donc un montant, il y aura plus de plafonnement. Voilà, donc pour ceux qui étaient éligibles déjà à l'amortisseur, il n'y avait aucune démarche à faire pour continuer à en bénéficier. Si vous n'en bénéficiez plus cette année, c'est que vous êtes probablement plus éligible, c'est-à-dire que le seuil de déclenchement n'est pas atteint. Si vous n'aviez pas fait les démarches pour en bénéficier, donc c'est une attestation qui est à envoyer à votre fournisseur.
donc une simple attestation, et votre fournisseur vous l'applique si vous êtes donc éligible. Voilà. À noter donc pour savoir si vous êtes éligible ou pas, hein, la Chambre des métiers peut totalement vous accompagner là-dessus. On peut faire un petit point selon vos critères, le prix que vous payez, savoir si vous pouvez donc être éligible à ce dispositif d'aide-là par exemple. Voilà donc pour l'amortisseur. Une autre aide également, donc c'est cette fameuse TICFE. Donc là, c'est pas vraiment une aide, c'est plutôt donc une TICFE, donc c'est la taxe sur l'électricité, aussi appelée CSPE ou assise sur l'électricité, qui est repassée à taux plein cette année. Et donc c'est possible pour certaines entreprises de continuer à l'avoir à taux réduit. Donc pour rappel, la TICFE en 2022 et 2023, elle était à taux ultra réduit pour tout le monde. C'est-à-dire que cette taxe-là, elle était à 50 centimes d'euros par mégawattheure. Donc c'était un montant très faible, ça représentait moins d'1% de la facture d'énergie. Là, à partir de février de cette année, elle est repassée à taux plein, elle est repassée donc à 20 euros par mégawattheure. Donc c'est une augmentation qui représente environ 10%. Donc c'est vraiment pour toutes les activités qui allaient repasser à taux plein. Et donc à titre d'exemple, pour une consommation annuelle d'environ 80 000 kWh, la TICFE, quand elle était à taux réduit, ça représentait environ 40 euros par an. À taux plein, on sera plus autour des 1600 euros par an. Donc voilà, quand même une nette augmentation pour cette taxe-là. Et donc, c'est possible pour certaines activités de demander la TICFE à taux réduit. Donc pour ça, ça va concerner quelles activités? Donc ça va surtout concerner donc deux critères. Tout d'abord, c'est votre code d'activité qui soit compris entre 0,510Z et 39Z. Donc ça concerne les activités de production, ça concerne notamment, donc concernant l'alimentaire, ça va concerner les boulangers, les pâtissiers, bien sûr d'autres activités, je les ai plus tous en tête, mais si vous êtes voilà, dans ces codes d'activité-là, vous pouvez être éligible à la TICFE à taux réduit. Un autre critère qui est important, donc c'est savoir si vous êtes électro-intensif. Il faut que votre électro-intensité soit supérieure à 0,5%. Donc voilà les deux critères pour pouvoir faire la demande de TICFE à taux réduit. Et donc ensuite, donc comment bénéficier si vous respectez ces deux critères-là? Donc tout d'abord pour le code NAF, c'est assez simple, hein, si vous l'avez, c'est indiqué, vous le savez. Pour l'électro-intensité, il y a un petit calcul à faire. Donc là, il y a un CERFA sur la partie gauche de la slide. Donc c'est un CERFA à compléter qui fait les calculs automatiquement. Il faut juste vous munir donc de votre liasse fiscale, votre dernière liasse fiscale, ainsi que vos consommations d'énergie qui correspondent donc à la période de votre liasse fiscale. Il y a les cellules qu'il faut bien veiller à compléter et donc ça va calculer automatiquement votre électro-intensité. Et donc si vous êtes supérieur à 0,5%, vous pouvez passer sur le deuxième CERFA qui est sur la partie droite de la slide, qui lui donc est à envoyer à votre fournisseur d'énergie. Donc il y a plusieurs infos à compléter et donc l'attestation est à envoyer à votre fournisseur et donc il faut l'envoyer avant le 10 du mois pour qu'elle soit prise en compte le mois suivant. Voilà, donc c'est sont les deux documents à compléter. À noter encore une fois que la Chambre des métiers peut vous accompagner. C'est des accompagnements que j'ai déjà fait auprès de certaines entreprises. Et donc voilà, certaines ont eu cette fameuse TICFE à taux réduit sur la facture. Aussi, petite information, c'est que vous pouvez, voilà, faut bien faire attention aux critères d'éligibilité, hein, parce que si vous envoyez le CERFA à votre fournisseur alors que vous n'êtes pas éligible à la TICFE à taux réduit de base, il y aura une régularisation en fin d'année. Si vous n'étiez pas éligible, vous devrez rembourser cette TICFE à taux réduit. Donc voilà, faut quand même être vigilant. Et donc, encore une fois, je le répète, mais c'est un accompagnement tout à fait possible par votre Chambre des métiers et de l'artisanat. Donc voilà, concernant l'évolution donc des aides énergie, donc le bouclier tarifaire pour les petites puissances, l'amortisseur pour les grosses puissances et la TICFE à taux réduit pour les entreprises qui sont éligibles. Donc ensuite, maintenant, on va voir donc les bases et les leviers donc pour réduire les factures d'énergie, donc directement via votre contrat. Quels sont donc les conseils, les éléments à vérifier et surtout les informations donc à connaître sur vos factures. Donc je vais rapidement présenter ce qu'on trouve comme information importante sur une facture donc d'électricité. Il y a notamment donc ici sur la partie droite, vous voyez, c'est l'encadré 2, l'encadré numéro 4 qui sont très importants notamment. Sur l'encadré 2, vous pouvez voir votre tarification. Est-ce que vous êtes sur des prix réglementés, des prix non réglementés, des prix fixes, des prix de marché? Il y a différentes informations importantes. Et vous avez surtout votre date d'engagement, votre période d'engagement de contrat. Est-ce que vous avez donc un engagement sur ce contrat? Est-ce que vous êtes engagé? Si oui, jusqu'à quelle date? Ça vous permet vraiment d'anticiper cette période de renouvellement qui est, on va dire, un peu cruciale, hein, pour avoir un contrat d'énergie avantageux.
Sur l'encadré numéro 3, donc ça, pas tous les fournisseurs le font, mais quand ça y est, c'est assez parlant. C'est l'évolution de vos consommations, tout simplement. Donc tout au long de l'année, vous voyez donc l'évolution de votre consommation sur les 6 derniers mois ou encore les 12 derniers mois. Donc c'est surtout à titre informatif, mais c'est assez parlant de voir ça. Vous pouvez voir si votre activité, donc il y a un dentiste, c'est plutôt stable, etc. Et sur l'encadré 4, donc c'est là où vous avez les informations, donc notamment sur les consommations en termes de kilowattheure et aussi et surtout donc le prix unitaire du kilowattheure. C'est vraiment ça qui détermine le montant de votre facture, hein. Plus vous consommez de kilowattheure, plus la facture sera élevée bien sûr, mais également ce fameux prix unitaire du kilowattheure qui est très important et qui fait grandement varier la facture aussi. Et sur l'encadré 5, donc c'est là où vous avez notamment donc les taxes et contributions qui sont affichées, avec notamment cette TICFE ici qui est à taux plein, il me semble. Voilà, si vous avez de bons yeux, vous pouvez le voir. Mais c'est là-dessus que vous pouvez le voir sur cet encadré numéro 5. À noter également que dans l'encadré numéro 4, on peut aussi voir le montant de l'amortisseur si vous en bénéficiez. Donc voilà les bases pour la facture. Et donc maintenant pour les contrats d'électricité, donc rapidement quelques informations à connaître quand vous souscrivez un contrat d'électricité. Qu'est-ce qu'il faut vérifier, qu'est-ce qu'il faut connaître afin d'avoir le contrat le plus avantageux. Donc pour rappel, les contrats sont exprimés en puissance souscrite. On parle de kVA, kilovoltampères, et donc on parle de petite puissance quand on est en inférieur ou égal à 36 kVA. Donc même on parle de tarif bleu. On parle de tarif jaune quand on dépasse les 42 kVA. Voilà. Et les tarifs verts donc sont supérieurs à 250 kVA, mais ça, il y a très peu d'entreprises qui sont concernées, donc entreprises artisanales qui sont concernées par les tarifs verts. Donc on sera plus à cette frontière entre tarif bleu et tarif jaune. Donc pour rappel, les tarifs bleus inférieurs ou égal à 36 kVA peuvent avoir le bouclier tarifaire. Les tarifs jaunes, eux, peuvent avoir l'amortisseur, mais n'ont pas accès donc aux tarifs réglementés. Donc ce qui est important à vérifier sur le contrat, c'est la puissance souscrite du contrat. Vous avez également donc des options, des fois les options heure pleine, heure creuse, on verra par la suite à quel moment c'est avantageux d'avoir cette option-là. Vous avez également les coûts d'abonnement qui peuvent différencier selon le fournisseur. Vous avez surtout la tarification. Est-ce que vous êtes en prix réglementé, donc bouclier tarifaire, en prix de marché, donc les prix de marché, ça va être un prix qui va évoluer plusieurs fois dans l'année selon le marché, il va suivre le cours du marché de l'énergie. C'est-à-dire que le prix pourra être très bas à un moment donné, il pourra grandement augmenter en hiver par exemple. Vous avez les prix fixes, qui sont les contrats qu'on préconise plutôt pour la cible artisanale, car là, le prix est fixe pour une durée de 2 ans, 3 ans, 1 an. Il ne bougera pas, donc c'est plus stable. Ça demande moins de vérification qu'un prix de marché, par exemple. Et vous avez donc les fameux prix indexés, comme je vous ai dit, qui peuvent être indexés sur un moment T, sur les tarifs réglementés, par exemple. Ce qu'il faut connaître aussi et surtout, c'est les conditions de renouvellement. Donc, est-ce que vous êtes sur des renouvellements tacites? Quelle est la période de préavis du contrat? Est-ce qu'il faut anticiper 2 mois avant, 1 mois avant? Voilà, donc c'est important de connaître les conditions de renouvellement avec la période de fin de contrat. Et aussi, dans certains cas, connaître bien sûr les frais de résiliation, c'est-à-dire que si vous vous engagez sur un contrat d'une durée de 2-3 ans, vérifiez bien les frais de résiliation, est-ce qu'ils peuvent être élevés, notamment si les prix sont pas forcément les plus avantageux. Voilà, ça peut être problématique de s'engager sur un contrat qui va durer 2 ans et en plus avec des frais de résiliation très élevés. Donc c'est vraiment une donnée importante à connaître, les potentiels frais de résiliation si jamais le contrat ne vous apparaît pas comme le plus avantageux possible. Donc voilà pour l'électricité. Pour le gaz, c'est plus ou moins la même chose. Donc vous avez les mêmes données à vérifier, la durée du contrat, la tarification, quelles sont les conditions de renouvellement et les potentiels frais de résiliation. À noter que pour le gaz, on va parler de segments T1, T2, T3, T4, selon la quantité de kilowattheures de gaz consommé par an. Voilà. Il n'y a pas de tarif réglementé pour le gaz, ça s'est arrêté en 2023. Et donc les gaz, voilà, le prix du gaz peut être de marché, peut varier plusieurs fois dans l'année, peut être fixe à partir d'un moment T. Ça varie également là-dessus. Et donc ensuite, quelques petits conseils pour optimiser votre contrat. Donc comme je l'ai dit précédemment, connaître votre puissance permet d'adapter donc la puissance souscrite. C'est-à-dire qu'on va vous conseiller d'avoir plutôt une puissance adaptée à votre besoin réel, de ne pas avoir une puissance trop élevée par rapport à ce que vous consommez, ni une puissance trop faible par rapport à ce que vous consommez aussi.
On va parler de sous-dimensionnement de puissance quand vous dépasserez la puissance souscrite. Ça peut amener à des frais supplémentaires ou encore à du disjonctage. Et on va parler de surdimensionnement quand vous avez donc une puissance souscrite trop élevée par rapport à ce que vous consommez réellement. Là, ça peut amener à des paiements de frais inutiles liés notamment à l'acheminement ou à l'abonnement. Voilà, donc avoir une puissance adaptée permet d'optimiser un petit peu le coût de votre contrat. Pour connaître votre puissance, c'est assez simple, hein. Vous pouvez le faire directement via votre compteur Linky si vous en avez un, en appuyant donc sur les boutons. Vous pouvez voir donc la puissance souscrite, la puissance appelée. C'est aussi affiché donc dans certaines factures d'énergie. Donc vous pouvez le voir donc en bas de votre facture, vous pouvez voir la puissance atteinte par rapport à la puissance souscrite aussi. Et donc juste à titre d'information, si jamais vous dépassez la puissance de votre contrat, ça peut amener à certains frais. Donc on parle de 10 à 11 euros hors taxe par heure dépassée. Donc ça peut rapidement engendrer des surcoûts si jamais donc le contrat n'est pas du tout adapté à votre activité. Voilà. Autre conseil, donc je reviens sur les heures pleines et les heures creuses. Donc à savoir que les heures creuses sont avantageuses si au moins 30% de vos consommations ont lieu durant les heures creuses. Donc pour ça, il y a possibilité de travailler sur les process ou même de programmer certains appareils pour qu'ils fonctionnent durant les heures creuses, qui sont encore une fois moins chères que les heures pleines. Aussi, vérifiez bien donc les services et les options de votre contrat. Il peut y avoir donc des options inutiles, notamment assistance dépannage express. Donc renseignez-vous bien si vous en avez besoin, si vous en avez déjà eu l'utilité. Et des fois, donc ces assistances-là peuvent représenter quand même 200 euros à l'année, 400 euros à l'année pour certaines. Donc ça peut être des options donc à supprimer pour encore une fois optimiser les coûts si besoin. Hop. Et enfin, j'insiste vraiment sur ce point, mais faites un suivi de vos consommations, hein, faites un suivi de vos mails, de vos factures, de vos courriers fournisseurs. Surtout en cette période, hein, on l'a vu avec la crise de l'énergie, il y a eu beaucoup d'évolutions dans la tarification, dans l'évolution des prix. Les fournisseurs vous informent souvent par mail courrier l'évolution. Donc si vous ne voyez pas ces courriers-là d'information, vous pouvez subir des fortes hausses sans le savoir. Donc vraiment, faites un suivi régulier des mails, des courriers fournisseurs et surtout de vos factures. Ça vous permet donc de voir justement l'évolution du marché de l'énergie. S'il y a une augmentation, je le rappelle, les fournisseurs sont tenus de vous en informer. Donc vous aurez voilà ce temps-là, hein, de réagir. Ça vous permet aussi de connaître un petit peu votre niveau de consommation d'énergie par rapport à votre niveau de production. Ça vous permet de voir voilà quels sont les postes qui consomment aussi. Ça vous permet d'identifier aussi si vous voyez un gros pic de consommation sur un mois. C'est probablement dû à un équipement défectueux, voilà, ou un équipement qu'il faut entretenir, qu'il faut remplacer. Ça vous permet, comme je vous l'ai dit, d'ajuster la puissance souscrite et d'éviter donc certaines facturations liées au dépassement. Et aussi, dans un dernier temps, ça vous permet de visualiser directement les quantités d'économies réalisées suite à la mise en place d'un éco-geste ou d'un changement d'équipement, par exemple. Donc voilà quelques conseils aussi donc pour comparer les contrats. Donc maintenant que vous avez un petit peu les informations à connaître, pour comparer les contrats, il y a un outil très pratique qui a été mis en place par l'État, donc sur le site du Médiateur national de l'énergie. C'est un outil, un comparateur d'offres. Donc ça va concerner que les petites puissances inférieures ou égales à 36 kVA ou les consommations de gaz inférieures à 300 kWh de gaz par an. Je présenterai par la suite pour les grosses puissances comment faire pour comparer les contrats. Mais du coup, cet outil-là est pour le moment accessible seulement pour les petites puissances. Et donc, vous pouvez vraiment comparer toutes les offres éligibles selon votre secteur et votre consommation. Donc, comment ça se présente? J'ai fait un petit exemple d'utilisation ici. Donc, il faut juste présenter renseigner son secteur géographique. Ici, j'ai mis Villeurbanne et j'ai mis la puissance, donc une puissance de 36 kVA pour une consommation annuelle d'environ 20 000 kWh. Et donc après, le médiateur donc, va m'afficher vraiment donc toutes les offres énergie qui sont proposées avec toutes les offres fournisseurs. Pour rappel, là, c'est à peu près 40 offres proposées, triées par ordre croissant. Donc c'est seulement le montant lié à l'abonnement et à la consommation, donc hors taxe, il n'y a pas d'acheminement, il n'y a pas de TVA, et donc sur 12 mois. Donc on voit ici par exemple qu'il y a Engie, EDF, et puis des fournisseurs un peu moins connus comme DINEF et Énergie d'ici. Ça permet vraiment d'avoir une petite idée et dessus vous avez vraiment toutes les informations vues précédemment. C'est-à-dire que vous avez la durée du contrat, est-ce qu'on parle d'un tarif réglementé, d'un tarif fixe, est-ce que c'est à prix variable? Vous pouvez même aller dans les détails et voir même les frais de résiliation, les conditions de renouvellement.
c'est un outil très complet qui permet justement de comparer donc directement les offres. Encore une fois, ça concerne les petites puissances et pour le gaz, ça concerne les consommations inférieures ou égales à 300 000 kWh de gaz par an. Et je rappelle, mais la Chambre des métiers peut totalement vous accompagner là-dessus si vous avez besoin d'aide pour comparer les contrats, si vous avez besoin de conseils sur un contrat, savoir s'il est adapté à votre activité, s'il correspond aux moyens de marché par exemple. Tac. Donc voilà pour les petites puissances. Pour les grosses puissances, donc supérieures à 36 kVA, donc là-dessus, il y aura plutôt des conseils. C'est vraiment anticiper au maximum votre période de renouvellement de contrat, plusieurs mois à l'avance. C'est-à-dire que si vous avez un préavis de 2 mois, anticipez, voire même jusqu'à 3-4 mois en avance, pour avoir le temps de comparer les offres, pour pouvoir comparer plusieurs fournisseurs même. À noter qu'il est préférable d'éviter de renouveler vos contrats durant la période d'hiver. La période d'hiver, donc c'est de novembre à février, c'est là où le prix de l'énergie est le plus cher. Donc si possible, anticiper davantage. Si jamais votre contrat se termine en période d'hiver, il faut anticiper davantage encore pour avoir donc des prix un peu plus corrects, un peu plus adaptés. N'hésitez pas à contacter plusieurs fournisseurs d'énergie, demander des propositions de contrat à plusieurs fournisseurs, donc ce sera à vous de les contacter. Vous pouvez contacter donc les fournisseurs historiques, Engie, EDF, d'autres gros fournisseurs Total, voire même des plus locaux. Faites-leur comprendre que vous les mettez en concurrence et précisez au maximum votre demande. Est-ce que vous voulez donc des prix fixes? Est-ce que vous voulez donc l'option heure pleine heure creuse? Quelle est votre puissance demandée? Et également, donc si l'offre de contrat intègre de l'AREN. Donc l'AREN, je ne vais pas avoir le temps de le détailler, mais l'AREN peut amener à des évolutions de prix donc, dans l'année. Donc lisez bien les modalités d'application. Et surtout, retenez bien en cas de doute ou de conseil, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Et donc pour terminer sur cette partie optimisation donc des factures et du contrat, j'ai juste présenté rapidement le contrat Matina, donc qui va concerner donc les entreprises alimentaires, qui concerne aussi donc les entreprises qui ont une puissance supérieure à 36 kVA. Donc elle s'adapte parfaitement, je veux dire, aux entreprises du secteur alimentaire, notamment les boulangers pâtissiers, donc les entreprises qui travaillent beaucoup durant la nuit. Donc c'est un contrat spécifique EDF qui va proposer donc différents créneaux. Il y aura les heures pleines, les heures creuses et les heures super creuses. Il n'y a plus de notion de été-hiver, il y a seulement ces 3 créneaux-là, avec les heures pleines, les heures creuses et les heures super creuses. Donc les heures super creuses sont très avantageuses. C'est actuellement donc parmi les contrats les moins chers que j'ai pu voir ces derniers temps. Donc n'hésitez pas à demander une proposition de contrat Matina à EDF si jamais donc vous êtes boulanger pâtissier en période de renouvellement. Ça peut être assez avantageux pour votre activité. À noter aussi que ce contrat-là, Matina, il va décaler aussi les heures creuses. C'est-à-dire qu'avant, pour les autres contrats, les heures creuses, c'est entre 22h et 6h du matin. Là, ce sera entre 23h et 7h. Vous avez vraiment une heure de production de plus durant les heures creuses au petit matin. Donc c'est d'autant plus avantageux pour les activités de boulangerie notamment. Voilà, j'ai fait le tour donc pour ma partie concernant donc l'évolution des dispositifs d'aide d'énergie et les contrats. Et donc je vais laisser Virginie donc enchaîner avec les postes fortement consommateurs dans l'alimentaire. Donc bonjour à tous. Donc comme le disait Rémi, moi je vais vous présenter un peu comment maîtriser ces consommations plus sur votre activité en tant que telle. Et on va voir alors rapidement dans l'idée en fait de vous présenter un peu le contexte au départ, les consommations d'énergie dans l'activité plutôt alimentaire. En deuxième partie aussi, pareil, rapide sur les problématiques les plus courantes que vous pouvez rencontrer. Et en fait, je vais essayer de m'attarder davantage sur la troisième partie qui sera sur les préconisations pour voir un peu comment à la fois agir sur votre facture pour diminuer les coûts, mais aussi diminuer vos consommations et par là même derrière, essayer de diminuer les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à votre activité. Ok, donc on va commencer par un peu des éléments de contexte. Donc là, j'ai repris l'idée, c'est de voir un peu quelles sont les principales énergies utilisées dans le secteur de l'alimentaire. Je me suis intéressée, on va dire, aux principaux secteurs qui existent, mais bien sûr, il y en a d'autres. La boulangerie-pâtisserie, les boucheries, charcuterie, traiteurs, et puis les restaurants. Donc, on voit sans aucun doute que c'est l'électricité qui arrive en premier lieu avec plus de 70% de consommation d'énergie avec cette énergie-là. Donc, c'est la première énergie utilisée dans ces métiers-là.
Et puis derrière, en fait, on va avoir un peu toutes les autres énergies qui existent, le gaz naturel, un peu de butane, propane, du fioul, des énergies renouvelables aussi. Sachant que ces données-là c'est des données qui datent entre 2017 et puis 2024. Donc il y a probablement aussi le côté énergie renouvelable qui a augmenté un peu avec l'apparition du photovoltaïque. Là, à cette époque-là, plutôt 2017, on n'en avait pas encore beaucoup. Ce qu'on retrouve comme énergie renouvelable, c'est juste le bois un peu chez les boulangeries-pâtisseries pour quelques fours à bois qu'on retrouve. Voilà, sinon chez les boulangeries-pâtisseries, vous allez avoir fioul et gaz naturel pour les fours et un peu de butane, propane pour les plaques feu vif, quoi. Ces plaques feu vif, on va les retrouver aussi dans les autres métiers, boucherie, charcuterie, traiteur ou restauration. Et après, on peut aussi avoir un mélange de un peu toutes ces énergies pour l'aspect chauffage qui ressort, mais on va pas forcément s'éterniser dessus aujourd'hui. Ok. Ici, c'est l'idée de voir un peu quels sont vos usages principaux dans le cadre des métiers de l'alimentaire et de voir si d'un secteur à l'autre, en fait, il y a des variations. Donc, il y a des variations, mais on retrouve quand même en termes de postes de consommation, le principal poste qui représente la cuisson est lié souvent au poste de four en premier lieu. Et puis derrière, on va retrouver tout ce qui est froid alimentaire avec les équipements de réfrigération, donc chambre froide, vitrine réfrigérée, chambre de pousse, congélateur, etc., etc., etc. Voilà, je m'appesantis pas là-dessus, on va passer à la suite. Alors, les problématiques les plus courantes qu'on peut rencontrer dans vos secteurs. Donc, le plus souvent, nous, en fait, on a des contacts avec vous au moment du renouvellement de matériel, parce que soit vous voulez être conseillé pour le matériel en tant que tel, ou soit, le cas le plus courant, c'est que vous êtes à la recherche d'aide financière. Mais moi, en ce qui me concerne, je considère qu'il y a plein d'autres choses à faire avant. Ça ne veut pas dire que c'est pas nécessaire, mais il y a plein d'autres choses à regarder et je dirais le côté entretien du matériel. Donc on va regarder un petit peu ça aussi aujourd'hui. On va avoir des conseils à vous donner là-dessus. Vérifier est-ce que vous êtes bon sur tous les points ou pas. Est-ce qu'il y a des petites choses encore à améliorer. Pareil, c'est toujours aussi bon de se réquestionner un peu sur les pratiques dans l'entreprise. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ont évolué et puis mais j'ai pas forcément fait évoluer mes pratiques. Est-ce qu'il faut pas se requestionner par rapport à tout ça? De temps en temps, c'est bien de prendre un peu de recul par rapport à notre travail, en fait, à votre travail surtout. En quatrième point, il y a souvent des optimisations aussi du matériel existant qui peut exister. Et je vais vous en présenter quelques-unes. Et puis, en dernier point, mais qui n'est pas forcément le dernier sur lesquels s'appesantir, l'organisation du laboratoire. Donc souvent, c'est dans le cadre d'une modernisation importante de votre laboratoire, fournil ou cuisine, etc. Mais ça peut être aussi à l'installation et bien se poser les bonnes questions sur comment j'organise mon laboratoire. Alors ce que je vais faire après, on va passer un petit peu sur comment agir un peu sur les consommations. On va regarder ça sur deux principaux postes, la partie cuisson et la partie froid alimentaire, parce que j'aurai pas le temps de m'appesantir sur tout le reste. Mais au cours des accompagnements qu'on peut vous proposer, il est bien entendu qu'on peut regarder un peu tous les postes de consommation et de vous conseiller sur tous. Donc sur le poste de cuisson et en premier lieu le four, justement un des premiers conseils à regarder, c'est quelle est l'organisation de votre local. Alors j'ai bien conscience que parfois vous n'avez pas forcément le choix, vous avez parfois des locaux qui sont très étroits ou juste en termes d'organisation du local, vous n'avez pas le choix parce qu'il est fait comme ça. Mais dans la mesure du possible, il faut quand même essayer de séparer les zones chaudes des zones froides. Vous comprenez, je pense très bien pourquoi. Le chaud va faire fonctionner les équipements de froid davantage. Et je dirais même que globalement, en fait, le chaud va être l'ennemi de tous les équipements énergétiques et donc il faut essayer absolument d'évacuer un peu cette chaleur. Donc soit vous pouvez vraiment faire d'une zone chaude une zone froide, ou soit vous avez la possibilité aussi d'installer des extracteurs de chaleur. Donc, les extracteurs de chaleur, c'est des petits moteurs avec un ventilateur qui permettent juste d'évacuer la chaleur du local vers l'extérieur. Je vous ai montré une petite photo, là c'est la photo que vous avez en bas, tout en bas. Après, on va avoir des questions d'entretien de matériel. Donc bien penser à faire ramoner chaque année tout ce qui est conduit d'évacuation, des fumées, des buées par une entreprise qualifiée. Il y a le côté aussi isolation des fours notamment. Bien veiller que les joints de porte des fours sont toujours en bon état. Se poser la question, est-ce qu'il n'y a peut-être pas moyen d'isoler un petit peu mieux votre four
avec des panneaux isolants, avec sur les côtés ou peut-être sur le dessus du four. Et puis sur le côté entretien aussi, peut-être quelque chose qui peut paraître anecdotique, mais des fois ça peut avoir son importance, de bien nettoyer aussi les vitres du four et l'éclairage pour minimiser la fréquence d'ouverture afin de vérifier la cuisson des produits. Voilà. Après, on va avoir une partie aussi sur des éco-gestes, parce que la cuisson, on est aussi beaucoup là-dessus. Essayez de limiter tant que se peut la préchauffe de votre four, parce que c'est là que vous allez avoir une puissance appelée qui va être très importante et donc beaucoup de consommation. Essayez d'organiser et d'optimiser au mieux vos cuissons en faisant cuire d'abord les produits qui vont nécessiter une température plus élevée. Derrière, vous pouvez passer les produits qui n'ont pas besoin d'une température aussi élevée, mais votre four il est déjà chaud et donc vous allez utiliser la chaleur résiduelle et pas donc faire relancer votre four. Le remplissage du four, essayez d'optimiser au maximum. Et puis en fait, quand vous avez réfléchi un peu à toutes ces questions-là déjà, effectivement, il peut y avoir une réflexion à lancer sur la modernisation du four en tant que tel. Là, je pense essentiellement aux boulangers, qui peuvent avoir des vieux fours encore. On en trouve de moins en moins, mais ça arrive. Avec le passage à un four électrique, si vous avez une énergie type fuel et gaz, qui peut vraiment être intéressante à réfléchir. Parce qu'avec les fours électriques, je pense que vous le savez tous, vous pouvez séparer un peu les cuissons des sols et donc diminuer de manière très importante les consommations d'énergie, même si c'est vrai que le prix de l'électricité reste encore cher. Mais voilà, autant sur le fuel, je me pose pas forcément de questions sur le sujet. Par contre, sur le gaz naturel, ça peut valoir le coup de vraiment faire un petit calcul pour vérifier un peu qu'en termes d'investissement derrière, en termes de consommation, on ferait des économies. Et ça, on peut vous accompagner aussi sur le sujet aussi pour vérifier ce genre de choses. Ok, je passe derrière sur toujours la partie cuisson, mais plus plaque de cuisson ou autre. Donc il y a des petits conseils aussi d'ordre général, mais qui ont leur importance aussi. Pensez à vos casseroles aussi, avec l'usage. Parfois, elles ont tendance à se bomber aussi. Donc une casserole à fond plat, c'est toujours plus économique. Ça a l'avantage de récupérer un peu mieux la chaleur et mieux la répartir après dans votre casserole. De la même manière, si vous avez des plaques à feu vif, en fait, il existe des économiseurs à feu vif à mettre sur vos plaques de cuisson. Donc, il y a une petite photo aussi, c'est la petite plaque grise, là, où vous pouvez glisser sur votre feu. Et ça économise, mine de rien, 20% d'économie d'énergie. Ça vous permet de mieux diffuser, en fait, la chaleur sur vos plaques de casserole, sur vos fonds de casserole, pardon, mais encore faut-il effectivement que votre fond soit bien plat. Sinon, ça ne fonctionne pas. En petite éco-geste aussi, est-ce que vous utilisez les produits congelés? Est-ce que vous pensez à les décongeler avant la cuisson? Ça peut aussi permettre d'économiser de l'énergie. Il y a toujours la partie entretien d'équipement que vous allez retrouver dans tous les équipements énergétiques, qui est importante. Donc, est-ce que vous avez bien lu votre manuel? Est-ce que vous avez suivi bien les conseils pour les entretiens de tous vos équipements? Ça peut être à regarder. Et puis, vous avez aussi, là aussi, une partie modernisation d'équipements, une question à se poser. Donc ça, vous pouvez vous informer là-dessus pour essayer d'avoir un équipement qui soit le moins consommateur possible en regardant l'étiquette énergie. Il y en a sur pas mal d'équipements maintenant. Si jamais ça apparaît pas, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est la puissance de votre équipement. Et pour une même efficacité d'équipement, prendre la puissance importante, bien évidemment. Aussi, quand vous avez des plaques feu vif, une question à se poser, c'est est-ce qu'il serait pas intéressant pour vous de passer à des plaques à induction? En tout cas, en termes de niveau d'économie d'énergie, c'est intéressant parce que les plaques à induction amènent une montée en chaleur en fait plus rapide pour une puissance qui est équivalente. Donc, vous avez pas, ça permet de faire des diminutions d'énergie. Ok. Et du coup, je vais passer à la partie, pardon, je suis allée un peu vite sur le curseur. Je vais passer froid alimentaire. On va passer pas mal de temps parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc, il y a pas mal d'informations que je vais vous donner qui sont issues en fait d'une étude qu'on a menée il y a 2 ans sur le froid commercial dans l'artisanat. Alors, on a souvent aussi un constat, c'est que il y a certains chefs d'entreprise qui se disent mon équipement de froid, il produit du froid, donc en fait c'est que la machine fonctionne. Alors certes, la machine elle fonctionne, mais ça ne veut pas dire que votre machine elle est performante. Et donc cette étude a notamment montré que les équipements usés arrivaient à une consommation en moyenne de 30 à 40% en plus, ce qui est énorme.
Donc, il y a de réelles optimisations possibles et je vais vous en montrer un certain nombre. Alors, à titre d'information aussi sur le sujet, on a réalisé il y a 2 ans maintenant un webinaire spécial froid alimentaire qui va vraiment détailler cette partie plus que je vais avoir le temps de le faire ici, parce que c'est vraiment 1 heure consacrée sur le sujet. Et donc, je vous invite à aller le retrouver sur le site de la Chambre des métiers régionale Auvergne-Rhône-Alpes. C'est dans la rubrique S'informer. Et puis derrière, voilà, il y a toute une partie sur les webinaires qu'on peut vous proposer. Vous allez dans la thématique environnement et vous retrouvez ce webinaire-là, avec notamment un exemple d'entreprise qui a changé ses équipements de froid et qui montre la diminution de consommation importante qu'il a fait. Voilà, si vous voulez un petit peu plus de détails sur le sujet. Ok. Donc là, je vais vous présenter un peu comment se rendre compte que votre machine, en fait, elle fonctionne mal. Et pour cela, en premier lieu, je vais prendre une petite minute pour vous expliquer un peu le fonctionnement, on va dire, global d'un équipement de froid. Donc, à savoir qu'un équipement de froid, plus que de produire du froid, en fait, il va extraire de la chaleur de l'air ambiant. Et il va extraire cette chaleur au niveau de l'évaporateur. C'est souvent les systèmes que vous avez dans une chambre froide, par exemple. On trouve très bien les petits ventilateurs que vous avez au plafond, les caissons là. Et en fait, cette chaleur derrière va être relarguée au niveau du condenseur. Donc, avec une situation à privilégier, c'est si votre condenseur est à l'extérieur de votre local. Voilà. Et derrière, dans votre équipement de froid, on va avoir 2 autres organes importants qui vont être le compresseur, qui lui va comprimer votre liquide frigorifique et permettre de créer des hautes pressions, et votre détendeur, qui lui crée des basses pressions au contraire. Et donc, ces 2 organes vont permettre de lancer la circulation de votre fluide entre les hautes et basses pressions, donc entre le compresseur et l'évaporateur. Et donc, ça crée un cycle en circuit fermé. Voilà. Et donc, en termes de marqueurs de dysfonctionnement, ce qu'il est important de regarder, c'est simplement parfois juste en écoutant votre groupe frigorifique s'il fonctionne ou pas. Parce qu'un groupe frigorifique qui tourne très fréquemment, en fait, c'est un marqueur de dysfonctionnement. Et ça, en général, vous arrivez à le repérer assez facilement. Voilà. L'autre point à regarder, donc là, c'est plus au niveau de votre évaporateur, où on peut avoir des prises en glace qui sont importantes. Là, vous voyez sur la photo là du bas que je vous ai indiqué. Donc là, il y a vraiment une prise en glace très importante. Alors normalement, vous avez des dégivreurs qui sont à ce niveau-là. Mais si vous avez une prise en glace qui est régulière et constante et qu'en fait le dégivreur n'arrive pas à le dégivrer, c'est qu'il y a un souci aussi. C'est souvent le cas quand votre joint, par exemple de chambre froide ou autre, n'est plus hermétique. Et à ce moment-là, vous avez de l'air de l'extérieur de l'enceinte qui rentre, qui est plus humide en fait, et qui va créer un peu cette prise en glace que le compresseur va pas arriver, que le liquide va pas arriver à évacuer. Et donc, votre compresseur va fonctionner davantage et donc vous allez entendre votre moteur tourner. On revient à la première, le frigorifique qui fonctionne très fréquemment. Un autre point à regarder aussi, c'est que vous avez des voyants qui sont normalement pas très loin de votre compresseur. Voyants des groupes frigorifiques qui vous permettent de voir un peu l'état de votre liquide frigorifique à l'intérieur. Donc, si vous n'arrivez pas à les voir ou si vous ne voyez pas où ça peut être, vous pouvez, à l'occasion où votre frigoriste passe, lui demander un peu de vous montrer un peu où il se situe et s'il y en a bien. Vous pouvez avoir des bulles, en fait, au niveau de ce voyant. Là, c'est la petite image que je vous ai mis en bas à droite. Si vous avez des bulles, en général, ça montre que simplement le circuit manque de liquide frigorifique. Donc, c'est souvent lié à une fuite. Donc, d'une part, il faut remettre du liquide et puis d'autre part, il faut essayer de réparer la fuite derrière, sinon ça va recommencer. Et puis, si vous avez tendance à ajouter aussi du fluide frigorigène, tous les ans, c'est que là aussi, vous avez un problème. Normalement, c'est un circuit fermé et vous n'avez pas besoin de le faire. Ok, on va passer derrière, je vais trop vite, aux bonnes pratiques aussi sur le froid alimentaire. Donc, le premier point, mais en général, vous le faites quand même bien régulièrement, c'est nettoyer régulièrement les condenseurs des groupes frigorifiques pour évacuer tout ce qui est poussière, gras, farine. Donc là aussi, ça veut dire que au moment de l'installation, il faut se poser la question de où je l'installe, mon groupe, et notamment mon condenseur. Donc, essayez de le mettre dans un endroit qui soit pas trop à la poussière. Ou si vous arrivez à la possibilité, donc la situation optimale, c'est de le mettre en dehors du local.
Éviter de le mettre au soleil, donc partie sud. S'il est au soleil, le protéger des intempéries avec peut-être quelque chose qui peut le permettre de le mettre à l'ombre. Éviter de le mettre aussi en plein vent, parce que si pareil, si à l'automne il commence à ramasser toutes les feuilles, et bien rapidement il peut être aussi encombré. Et peut-être donc réfléchir aussi, peut-être le mettre un petit peu en hauteur plutôt que de par terre. Ça peut être des questions à se poser en tout cas. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais les joints d'échantillité au niveau des portes, des frigos, chambres froides, etc., ben, il faut bien les regarder. Je vois souvent, donc là c'est la photo illustrée en bas à droite, hein, une photo réelle sur un joint de chambre froide qui est inexistant, donc elle peut pas fonctionner correctement, ou elle va surconsommer largement. Au niveau des canalisations aussi, au bout d'un temps, vous allez avoir les gaines isolantes là, qui vont se détériorer et qui vont plus être efficaces ou plus être existantes. Donc il faut les faire changer aussi régulièrement pour limiter les consommations. Et puis, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, il faut vraiment limiter le côté chaleur. La chaleur va être un ennemi du groupe frigorifique. Ça va user votre installation et ça va entraîner de grosses consommations énergétiques. Donc, le groupe à l'extérieur, si possible. Si c'est pas possible, essayez d'installer un extracteur de chaleur ou de le mettre à un endroit. En tout cas, il est loin des équipements qui produisent du chaud, quand c'est possible. Ok, décidément, je vais vraiment trop vite. Ok, sur le froid alimentaire, après, il y a aussi des optimisations qui sont possibles sur les matériels que vous avez. En premier lieu, je vous parlerai des meubles de vente réfrigérés. Vous avez plusieurs possibilités pour les fermer, mais si vous avez des meubles qui sont ouverts, ça peut être intéressant de penser à les fermer. Alors, je sais que c'est pas pratique pour le service, mais ça peut être intéressant, ne serait-ce que d'avoir des rideaux ou des portes, pour pouvoir, en période de moins d'affluence, les moments où vous avez peut-être moins de clients, ne serait-ce que d'arriver à fermer ces installations-là, quoi. Et ça, voilà, permettra au groupe de moins faire de froid, moins fonctionner, de maîtriser vos consommations. Après, vous avez deux autres systèmes qui fonctionnent un peu sur la même façon. C'est des systèmes à vitesse variable. Alors, il y en a un qui s'installe sur le ventilateur du condenseur et l'autre qui va s'installer au niveau du compresseur. C'est un compresseur à vitesse variable. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux équipements vont fonctionner en fait en général en tout ou rien. C'est-à-dire soit ils fonctionnent au top de leur puissance, ou soit ils fonctionnent pas. L'intérêt de ces deux systèmes-là, c'est que du coup, en fait, à la fois le ventilateur et le compresseur vont réellement s'adapter aux besoins. Et donc, par exemple, en période hivernale, pour le ventilateur du condenseur, en fait, il va fonctionner à vitesse plus réduite qu'en intersaison ou en période été où il aura davantage besoin de tourner pour rafraîchir le liquide frigorifique. Voilà. Et tout ça, et donc le compresseur, en fait, ça fonctionne de la même manière, il s'adapte aux besoins. Donc le compresseur à vitesse variable, lui, il va être plutôt intéressant pour les boulangeries, les pâtisseries, parce qu'en général, vous avez des besoins qui évoluent au cours de la journée, entre 30 à 100%, par exemple sur les chambres de pousse, selon si elles sont pleines ou vides. Voilà, et ça va par exemple permettre de réduire l'impact sonore. Alors pour la petite histoire, le ventilateur du condenseur à vitesse variable, sous le jargon technique, c'est la haute pression flottante. Voilà. Si vous voulez échanger avec votre frigoriste, c'est ce terme-là qu'il faut utiliser. Ok, et derrière, il y a une autre possibilité encore avec le froid alimentaire, c'est qu'il y a des optimisations possibles sur matériel neuf. Voilà, donc si vous avez besoin de moderniser vos équipements, donc il y a différentes questions à se poser. La première question, c'est où est-ce que je mets mes groupes? Est-ce que j'ai possibilité de les mettre à l'extérieur? Donc si on parle de groupes déportés à ce moment-là, et donc si possible, comme je vous le disais, les installer à l'extérieur, voilà, à l'abri des intempéries. La deuxième question à se poser, c'est sur le type de fluide que je mets. Alors on est là, c'est pas forcément que pour des conditions, des considérations plutôt énergétiques, mais c'est plus lié à une réglementation qui est sortie il y a quelques années et qui finalement va faire que peu à peu, certains liquides frigorifiques qui ont un fort impact sur le changement climatique vont être amenés peu à peu à disparaître. Ça va être le cas du R404A, qui est un liquide frigorifique qu'on retrouve dans beaucoup d'équipements, mais qui, lui, a un fort impact sur le changement climatique. Cet impact, en fait, on le marque là dans le tableau par l'indicateur, plutôt le coefficient PRG, pouvoir de réchauffement global, ou en anglais, c'est le GWP.
Donc, je vais pas m'appesantir sur le sujet parce que ça peut être aussi assez compliqué, mais je vous engage à aller vers des fluides à bas PRG pour pas être obligé dans quelques années à faire changer votre fluide avec les organes associés. On peut vous demander de changer le condenseur, de changer différentes parties qui vont encore vous demander un investissement. Si vous faites un investissement neuf aujourd'hui, essayez de demander, discuter avec votre frigoriste pour voir quel est le fluide le plus adapté et avec un bas PRG. Ok. La troisième question à se poser, c'est une réflexion à mener sur le choix d'une installation centralisée. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de réticences à ce sujet-là. Je vais vous parler après d'autres organes à faire, à installer à côté pour éviter un peu les pannes intempestives de ce type d'installation qui peuvent arriver et donc les pertes de production qu'il peut y avoir par rapport. Mais c'est un système qui vraiment a son intérêt. Il est très intéressant au niveau des consommations énergétiques. Donc, c'est aussi généralement une question à se poser, soit au moment de l'installation, c'est le top du top de l'entreprise, ou alors au moment de la modernisation de plusieurs équipements. C'est un équipement qui va être intéressant. Il faut quand même que vous ayez 4 à 5 équipements de froid. C'est une histoire de rentabilité, hein, parce que c'est un système qui est quand même relativement coûteux. Voilà. Donc pour que ce soit rentable, il faut quand même, voilà, dans l'étude qu'on a menée, on a montré qu'au minimum 4, voire 5, c'est bien, équipements de froid. Et on va plutôt partir sur des équipements de froid qui ont la même température de consigne à peu près. Donc plutôt sur du froid positif parce que c'est là où vous avez plusieurs équipements un peu dans votre activité en général. Voilà. Et à ce moment-là, vous différenciez le côté positif du froid négatif qui peut avoir, lui, un groupe à part entière. Alors l'intérêt de la centrale frigorifique, c'est que plutôt que d'avoir en fait une somme de puissances qui sont attelées à vos groupes frigorifiques qui va être importante, là vous avez un seul groupe frigorifique, donc aura une seule puissance. Et donc cette puissance-là sera inférieure à la somme de puissance de tous vos installations qui seront réparties. Donc ça implique moins de consommation d'énergie derrière. L'autre intérêt que vous pouvez avoir là-dessus, c'est qu'en termes de maintenance, la maintenance sera moins importante. Alors il y a le fait aussi que c'est des équipements qui sont plus chers, donc en fait ils sont simplement plus costauds. Donc c'est plus intéressant et donc en termes de maintenance derrière, ça veut dire moins de maintenance. Dans notre étude, on a regardé aussi le retour sur investissement. Une installation répartie, c'est rentable au bout de 7 ans. Voilà. À partir de 7 ans, la problématique qu'on va avoir sur les installations réparties, donc un groupe pour un équipement frigorifique, c'est qu'en fait, souvent, en fait, les organes vont commencer à tomber en panne ou avoir des déficiences, et donc il va falloir avoir pas mal de maintenance, notamment là-dessus, quoi. Et également, comme ils vont tomber en panne ou être moins efficaces, en fait, vous allez avoir davantage de consommation. Voilà, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Après, on a regardé pour un équipement qui commence à être défaillant, 30 à 40% d'énergie, de consommation d'énergie en plus. Alors, pour sécuriser, par contre, votre installation centralisée, de manière à pas perdre toute votre production si jamais celui-là a un problème, il y a plusieurs points qu'il faut regarder. Tout d'abord, il faut essayer de mettre en place une régulation de secours en cas de dysfonctionnement de la régulation principale. Ça va vous faire le point avec votre frigoriste. Vous pourrez préférer aussi un montage avec 2 compresseurs puissance intermédiaire plutôt qu'un seul compresseur. Et puis, il existe aussi des systèmes d'alarme, en fait, pour alerter directement le technicien de maintenance qu'il y a une défaillance et qu'il faut intervenir rapidement pour sécuriser l'installation répartie. Voilà. Mais je vous incite forcément à engager, si c'est possible, une réflexion sur le sujet. Ok, et je pense que pour en terminer un peu sur ce sujet-là, il y a de nombreuses années maintenant, l'Institut Négawatt a proposé des scénarios de sobriété énergétique pour, voilà, donc quand vous intéressez on va dire à la maîtrise de vos consommations d'énergie, grosso modo, il faut en premier lieu s'interroger sur ses besoins pour travailler sur votre sobriété. Quelle est ma température de chauffe? Est-ce que je le mets sur toute la plage horaire? On a fait une étude aussi sur le chauffage avec un bureau d'études qui nous a modélisé un peu l'utilisation du chauffage au cours d'une journée et qui a permis de montrer en fait que votre bâtiment soit isolé ou pas,
vous avez tout intérêt à baisser au maximum votre chauffage pendant la nuit ou les périodes d'inoccupation en fait des locaux, et juste en le mettant à chauffer 1 heure ou 2 en fonction de vos besoins de confort au moment où il commence à y avoir des personnels dans les locaux, eh bien vous aurez moins de consommation que si vous le mettez à chauffer sur toute la période d'inoccupation, qui est plutôt en général la nuit ou les week-ends. Donc ça, c'est vraiment un point à regarder. Donc là, on est là sur la période, je m'interroge sur mes besoins et j'essaye d'être le plus sobre possible. Derrière, un autre point sur lequel il faut agir, donc c'est essayer aussi ce que je vous ai montré ici, l'efficacité de vos équipements. Donc par l'entretien, vous aurez des équipements, entretien de matériel, beaucoup, vous aurez des équipements qui seront efficaces. Et après, ça peut être aussi la modernisation de matériel aussi, on en a effectivement aussi parlé. Souvent en achetant du matériel plus récent, vous avez des puissances qui sont moins importantes et donc vous arrivez à aussi économiser au fur et à mesure. Et enfin, en dernier lieu, une fois que vous avez fait ces 2 premiers points, c'est l'intérêt de se poser la question sur les énergies renouvelables. Quels sont mes besoins et comment faire, quelle énergie renouvelable peut être intéressante. Donc, je vous parle de ça aujourd'hui, on parle beaucoup du photovoltaïque et c'est vrai que sur les les entreprises de l'alimentaire, le photovoltaïque en autoconsommation peut être quelque chose de très intéressant pour vraiment diminuer vos consommations et surtout vos factures, quoi. Voilà. Voilà moi ce que je pouvais vous dire pour arriver à mieux maîtriser vos consommations. Je vais repasser la parole à Rémi qui va vous présenter un peu très rapidement les principaux accompagnements qu'on peut vous proposer pour vous aider à avancer un peu sur ce sujet-là. Merci Virginie. Oui, donc voilà, avant de passer donc à la petite partie échange sur les questions, je vais vous présenter donc rapidement les accompagnements que la Chambre des métiers peut faire donc concernant donc l'énergie et l'environnement. Donc la plupart de ces accompagnements-là sont sans reste à charge pour l'entreprise. Il y aura que l'étude d'opportunité solaire photovoltaïque qui sera payante. Voilà, le reste sont sans reste à charge. Donc en premier accompagnement, vous avez le diagnostic 360 transition qui lui donc peut faire le point sur les aides énergie éligibles par exemple pour vos contrats, pour vous aider également à comparer les contrats, à comparer les fournisseurs. Voilà, c'est celui qui va vraiment concerner donc plutôt la partie contrat, aide énergie. Il permet également de faire un point sur les autres thématiques environnementales si vous avez des besoins, sur la présentation de dispositifs d'aide financière si vous avez donc des projets d'achat ou de travaux. Voilà, donc je vais faire apparaître juste après un petit sondage si vous avez besoin d'accompagnement et on vous recontactera par la suite pour des diagnostics si vous avez des besoins. Ensuite, vous avez le diagnostic énergie, donc qui lui sera un peu plus poussé, qui va vraiment donc faire également la partie contrat, mais en plus de ça, il va faire un point sur tout ce qui est process et procédé de production avec une analyse de chaque consommation auprès de chaque poste et qui va servir donc à identifier les postes les plus consommateurs et sur lesquels il y a le plus d'enjeux. Vous avez également concernant l'énergie des formations, que ce soit en présentiel ou en virtuel. Voilà, on a des créneaux de formation, ça va durer 4 heures, mais ça permet vraiment de vous donner, vous, toutes les clés par la suite pour réaliser des économies d'énergie, que ce soit donc sur votre contrat, mais également sur votre auprès de votre entreprise avec vos procédés de production. Donc ça va vous donner vraiment des informations et vous aiguiller pour agir là-dessus. Donc il y a une formation de 4 heures. Il y a des dates à distanciel, donc le mardi 11 juin et lundi 17 juin. Voilà, c'est le matin, le mardi 11 juin de 9h à 13h et le 17 juin l'après-midi de 13h30, 17h30. Une formation donc assez complète avec un conseiller qui vous permettra de faire le point de manière individuelle et avec un plan d'action vraiment personnalisé. Voilà, donc pareil, si vous êtes intéressé, il y aura le sondage qui apparaîtra. Ensuite, une autre étude, donc l'étude d'opportunité solaire photovoltaïque, donc celle-ci, elle est payante auprès de l'entreprise. Elle permet vraiment de faire le point et de mesurer votre potentiel de production solaire avec votre besoin en énergie. Savoir de combien de temps serait le taux de retour sur investissement, par exemple, d'étudier différents scénarios, donc en autoconsommation totale ou en autoconsommation avec revente de surplus, ou même pour vous aider donc à comparer différents devis que vous avez fait auprès d'autres entreprises donc pour installer des panneaux solaires. Voilà, le but est vraiment de vous donner les informations sur le potentiel de production solaire. Est-ce que c'est intéressant pour votre activité et avoir donc une connaissance du retour sur du retour sur investissement.
Ensuite, en termes de diagnostic plus expert, donc on a le diagnostic flux qui lui est le diagnostic le plus lourd, on va dire. Il se fait sur une demi-journée entière auprès de l'entreprise et elle va analyser donc tous les flux de l'entreprise. Donc soit énergie, mais également matières premières, gestion des déchets et également les consommations d'eau. Donc ça va vraiment avoir une optique d'optimiser chacun de ces flux, donc en termes de quantité consommée, en termes de également financier. Et un autre diagnostic expert qui est lui et donc qui est récent, c'est le diagnostic eau. Donc lui, il va analyser donc chaque poste de consommation d'eau, voir lesquels donc sont les plus sensibles, lesquels consomment le plus, avec un objectif de réduire les consommations de 25%. Donc assez intéressant, surtout avec ces derniers temps, on l'a vu avec des restrictions d'eau, donc c'était surtout l'année dernière, mais voilà, des potentielles restrictions sur certains territoires, avec une augmentation aussi de la ressource en eau, donc ça vous permet également de rester un petit peu maître et proactif sur cette ressource qui va tendre un petit peu à augmenter et à diminuer dans les prochaines années. Voilà, donc je vais partager rapidement un sondage donc à l'écran. Vous pouvez donc y répondre si vous avez besoin d'un accompagnement ou simplement mettre non ou autre. Voilà, donc normalement le sondage est apparu à l'écran. Est-ce que c'est celui-là? Tac, Virginie, est-ce que par hasard tu l'as vu? Moi, je ne le vois pas. Non, alors attends, ici, je crois que c'est Là, bon. ça y est, Ok, c'est voilà. bon. Donc je vous laisse un petit temps pour y répondre. Donc pour rappel, c'est vraiment le 360 transition. Si vous avez besoin de faire un petit point sur l'optimisation de votre contrat, comparer les contrats, faire un point sur l'éligibilité à certaines aides énergie par exemple. Et le reste, donc c'est voilà, d'autres diagnostics. N'hésitez pas à y répondre, on vous recontactera donc pour faire le point. Et je repartage aussi une dernière fois dans le chat le lien de signature pour peut-être les retardataires ou ceux qui n'ont pas encore pu signer leur présence. Et dans tous les cas, donc vous avez notre contact là en bas de slide sur la droite, hein, Virginie et moi-même, si vous avez des questions, si vous voulez refaire le point, n'hésitez pas donc à nous solliciter. Et donc ça s'en est terminé donc pour la partie présentation. On a maintenant encore un petit peu de temps pour la partie questions. Donc on a répondu à quelques questions qui sont tombées. Virginie, j'ai vu tu as répondu, j'en ai répondu aussi à quelques-unes. N'hésitez pas à les poser maintenant dans l'onglet questions. Si vous avez des questions on a encore un petit temps d'échange. Je rebondis juste sur la TICFE, j'ai vu des choses passer tac au début. Donc oui, la TICFE, c'est pour toutes les activités, peu importe la puissance. Il y a juste donc ce fameux code NAFA qui va déterminer si vous êtes éligible ou non, ainsi que cette électro-intensité. Voilà. Il y a le simulateur, donc on peut le voir pour vous avec l'accompagnement 360. Voilà, on peut faire un point, savoir si vous êtes éligible, c'est tout à fait possible. Et donc, je vous laisse encore un petit temps si vous avez des questions. Sinon, je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Tout a été répondu. Dans tous les cas, donc ce webinaire sera visible en replay sur notre chaîne YouTube. Donc, ce sera tout à fait possible de revisionner certains passages et même de partager si jamais. Et donc, s'il n'y a pas de questions, eh bien, je vous propose d'arrêter donc le webinaire ici. Je vous remercie de votre attention et encore une fois, n'hésitez pas à nous solliciter donc pour vos besoins et vos projets. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Virginie. Merci à tous, merci Rémi. Bonne soirée.